On connaît déjà un petit peu le refrain, l'essor des populismes, le recul des partis traditionnels, la montée de l'abstention. On sait déjà un petit peu de ce dont on va nous parler le 9 juin au soir, le 10 juin sans doute, si jamais les choses se déroulent comme prévu, ou plutôt comme on les imagine pour les élections européennes dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sont moins d'ailleurs des élections européennes dont nous allons parler que des élections nationales dans l'Union européenne. C'est précisément la spécialité de notre invitée, Corinne Deloy, rédactrice de l'Observatoire des élections en Europe à la Fondation Robert Schuman, chargée d'études aux séries à Sciences Po, et qui publie Le vote des européennes, 23 ans d'élections nationales en Europe, publié par le CERF, mais aussi la Fondapol. C'est une analyse année par année des différentes élections nationales organisées au sein des pays de l'UE, entre donc 2001 et 2023. Il s'agit de présenter les résultats de chacun de ces scrutins, et cela décrit évidemment les forces en présence dans chacune des entités analysées, les pays de l'Union européenne. Des chroniques électorales en quelque sorte. Bonjour Corinne Deloy. Bonjour. Un travail extrêmement patient, méticuleux, non ? Oui, mais qui s'est déroulé sur 23 ans. Donc, 23 ans, bah oui, mais d'autant plus, justement. Oui, 23 ans maintenant. Combien d'élections avez-vous comme ça analysées ? Je crois qu'il y en a dans ce volume autour de 210 ou 212 scrutins national, donc au niveau parlementaire, législatif, dans les pays de l'Union européenne. Mais je constate que vous avez fait un lapsus, vous avez dit le vote des européennes, ce qui est normal, oui. Mais c'est le vote des Européens. Et oui, c'est vrai. Mais c'est normal vu le contexte, l'actualité. Le vote des Européens. Voilà. Alors, à mesure que l'Europe s'élargissait, comment avez-vous fait ? Vous avez pris des pays, des nouveaux entrants ? Absolument. J'ai pris des nouveaux entrants au fur et à mesure qu'ils sont entrés, donc en 2004, 2007 et 2013 pour les derniers, les Croates. Et j'ai aussi retiré les Britanniques qui nous ont quittés en 2021. Voilà, effectivement. À l'origine de cette démarche, Corinne Deloy, c'est Sciences Po, c'est la Fondation Robert Schuman, qui est le commanditaire ? Non, c'est Dominique Régnier, parce qu'il a débuté une collection qui s'appelle l'Opinion européenne en 2000. Donc la Fondapol ? Il n'était pas à la Fondapol à l'époque, il est toujours à Sciences Po, qu'il a continué effectivement, qui est publié maintenant par la Fondapol et les éditions Marie B. Et donc, qui était l'idée de, effectivement, regarder s'il existe une opinion européenne, et qu'est-ce qui se passe en Europe, voilà, qu'est-ce que l'Europe existe, comment elle existe, etc. Et il s'est dit, au bout de la deuxième édition, donc en 2002, qu'il fallait travailler sur les élections dans chacun des pays, puisque voir ce qui se passe, comment ça se passe, regarder les enjeux, est-ce qu'ils sont nationaux, bien sûr qu'ils sont nationaux, mais est-ce qu'ils sont européens ? Et avec ce livre, on peut voir sur les 23 dernières années si les enjeux deviennent de plus en plus européens, quelles sont les grandes tendances qui se retrouvent au sein de tous les pays européens, même que ce soit la Roumanie, la Bulgarie, les nouveaux entrants ou ceux qui ont vécu 40 ou plus années de communisme, et les pays les plus occidentaux, voir les traits communs, les enjeux, les résultats, les campagnes, voilà. Ça vous a amené à vous déplacer ou alors vous travaillez uniquement sur documents ? Les deux. J'ai pu me déplacer, documents, et puis personnes, enfin les habitants, les analystes de chacun de ces pays. Voilà. Et donc, il y a des pays qu'on analyse peut-être un petit peu plus que d'autres. Il y a les grands pays et les petits pays, ou bien comment segmente-t-on l'effort aussi ? On essaie d'analyser les pays tous les uns comme les autres. Alors évidemment, les grands pays, et notamment nous sommes français, donc lorsqu'il y a des élections en Allemagne, les Français sont toujours intéressés. On regarde les résultats, que ce soit les politiques ou l'opinion publique. On regarde, voilà, c'est plus proche de nous évidemment que les élections croates ou roumaines. Mais c'est pas tout à fait juste, parce que avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe en Hongrie avec l'arrivée de Orbán, qui est comme un pouvoir autoritaire assez fort, et qui a eu en Pologne, mais qui a changé en Pologne récemment, qui est aujourd'hui en Slovaquie, on regarde bien ce qui se passe à l'Est, puisque cette demande d'autoritarisme est également, se vérifie également à l'Ouest, même si on n'a pas à l'Ouest encore des dirigeants autoritaires, je ne sais pas trop comment les qualifier, autoritaires, en tout cas illibéraux, voilà. 20 ans, en tout cas, Corinne Deloy, 20 ans, ça permet quand même déjà de se faire une idée de certaines évolutions. Absolument. 20 C'est ça ans. l'intérêt. Oui. 23. Et quand vous dites les élections nationales, vous analysez les élections nationales pour la présidence, pour les législatives, c'est quel type d'élections vous analysez ? Seulement les législatives, les parlementaires, parce que certains pays comme l'Espagne votent à la fois pour les sénateurs et pour leurs députés le même jour.
et les présidentielles quand elles sont au scrutin universel direct. La présidentielle française. Bon, la France, c'est un pays où le président a un pouvoir fort, donc voilà. C'est pour ça que vous commencez par le 21 avril 2002. Énorme surprise en France, premier tour de l'élection présidentielle. Absolument, ça paraît... C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire, oui. Aujourd'hui, ça paraît bien loin et très proche, mais effectivement, à l'époque, 18% des voix au deuxième tour pour Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, 41% pour sa fille l'année dernière, 20 ans après. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? Est-ce que finalement, c'est une histoire qui se répète et c'est très prévisible, tout ça, au regard du passé? Est-ce que le passé engendre mécaniquement l'avenir? Non, mais il faut quand même le connaître, le regarder, l'analyser. Mais heureusement, ce n'est pas mécanique. Heureusement, l'actualité nous surprendra toujours. Mais il y a quand même des choses qui... En tout cas, je ne sais pas si ce sont des choses qui se répètent, mais il y a des grands mouvements dans l'Union européenne. Justement, cette montée, ce recul, le déclin des partis de gouvernement de gauche comme de droite, et la poussée des populistes de gauche et de droite, plus à droite qu'à gauche, plus fortement pour ceux de droite, une baisse de l'abstention très généralisée. Une baisse ou une hausse? Une hausse de l'abstention. Donc une baisse de la participation. Une baisse de la participation, pardon. Voilà. Et qui, d'ailleurs, des questionnements, des inquiétudes sur la démocratie en tant que telle. Et puis, bon, évidemment, au cours des 23 ans passés, des nouveaux thèmes ont émergé, qui ont été portés par des nouveaux partis, que ce soit des thèmes identitaires. Bon, il y a eu les écologistes, des thèmes identitaires. Et voilà, ça, ce sont vraiment les grandes forces, les grandes lignes de force des 23 années qu'on peut observer sur tous les pays européens. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire politique de l'Union européenne, ou plutôt des élections nationales dans l'Union européenne sur ces 20 ans, par la montée des populismes? Absolument. C'est, je pense, le fait le plus marquant. On peut tout à fait résumer de cette façon une montée qui se poursuit. Aussi bien dans des cultures scandinaves, latines, germaniques. Absolument. Alors, il y a des pays, justement, en parlant des pays latins, l'Italie mise à part, puisque les populistes, on va dire, sont au pouvoir en Italie, l'Espagne et le Portugal, où l'extrême droite a longtemps été absente et est maintenant présente, il y a des pays où le mode de scrutin bloque, empêche les populistes de prendre une part importante par rapport à un mode de scrutin majoritaire, par rapport au mode de scrutin plus proportionnel. Mais les populistes sont aujourd'hui au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe. Et c'est un phénomène qu'on constate au nord comme au sud, comme à l'est, partout, à peu près partout. À part Malte, je crois qu'aucun pays n'est... Où sont-ils au pouvoir, Corinne Deloye? Alors, ils sont au pouvoir en Finlande, ils sont au pouvoir, bien sûr, en Hongrie, en Italie, où là, ils détiennent le pouvoir, et en Slovaquie. Et ils participent au pouvoir en Finlande. En Suède, ils ne participent pas au gouvernement, mais ils soutiennent. Et le gouvernement a besoin de ce soutien pour se maintenir. Voilà. Peut-être j'en oublie, Slovaquie. On a beaucoup parlé des Pays-Bas, des pays très très développés comme les Pays-Bas. Et c'est vrai que ça peut surprendre que plus le pays est développé, plus le populisme s'y incruste. Oui, mais c'est absolument pas surprenant. En plus, les Pays-Bas ont été les premiers, on va dire. Enfin, les premiers, on va dire, ce sont les Autrichiens en 2000. Donc c'est un phénomène quand même assez ancien. Et en 2002, les populistes sont arrivés au pouvoir aux Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, c'était davantage fondé, notamment déjà en 2002, c'était donc après les attentats du 11 septembre 2001, c'est davantage fondé sur la défense des valeurs, des libertés contre les musulmans ou les gens qui seraient moins... voilà, les Pays-Bas, la peur de l'islam, en fait. La peur de l'islam sur un pays qui est très tolérant, en tout cas qui se veut très tolérant. Et c'est là-dessus alors les populistes ont gagné les élections, sont arrivés en tête des élections aux Pays-Bas. Pour l'instant, ils ont du mal à former un gouvernement. Mais... Alors c'est quand même une surprise, c'est une sorte de premier court-circuit mental, si on peut dire, Corinne Deloye, je ne sais pas si vous souscrivez à cette idée, c'est de dire que dans une société extrêmement progressiste, un mouvement populiste peut beaucoup percer. Absolument. Vous trouvez ça paradoxal? Oui. Parce qu'on associe généralement une certaine forme de populisme à un conservatisme, à des valeurs qui sont jugées ringardes dans une société postmoderne. Oui, mais c'est faux. Enfin, c'est pas forcément ça. Et alors, les Pays-Bas, effectivement, sont une société qui va bien, en plus, économiquement, etc. Ce qui n'empêche pas les laisser pour compte, ce qui n'empêche pas les inquiétudes qui sont celles de tous les Européens, savoir un développement, des partis de gouvernement qui ont de moins en moins de marge de manœuvre, qui sont un peu, qui dépendent de grands fonds de pension, de structures économiques ou pas économiques qui ne sont pas élues, donc
qui ont un peu perdu, qui font un peu des ajustements plus qu'une vraie action politique, hein, et donc et qui sont à la peine, et les populistes peuvent tout à fait se fonder sur cette impuissance un peu, et récupérer la colère, le mécontentement, le ressentiment des gens qui ne se sentent pas entendus sur certains problèmes, que ça peut être des problèmes de cohabitation dans une société hétérogène, et ça peut être effectivement des valeurs qu'ils estiment en danger par le comportement de certaines populations, à tort ou à raison. Corinne Deloya, une scène politique un petit peu à part en Europe, je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est l'exception belge francophone. Parce que justement, on parlait des Pays-Bas à l'instant. Victorieuse aux Pays-Bas fin de 2023, première dans les sondages en France ou en Flandre, donc on parle de l'extrême droite, qui reste totalement marginalisée dans une région, c'est la Wallonie ou la Wallonie, le sud francophone donc de la Belgique. Et selon les experts, il y a une sorte de cordon sanitaire médiatique qui existe de manière très forte et qui distingue d'ailleurs la Wallonie de la Flandre. Mais il y a une autre raison qui est plus sociologique, c'est la présence de tissus sociaux importants en Wallonie, hein, et qui font que les populations trouvent à qui parler en quelque sorte quand elles ont à confier un certain nombre de sentiments négatifs, si on peut dire. Hein. Selon les analystes, le sentiment identitaire est bien moins mobilisé par les acteurs politiques en Belgique francophone qu'en Flandre ou en France. Et donc, il y a des raisons, la vitalité du tissu associatif et militant, grâce auquel la population se sent encadrée, représentée et écoutée, formant une sorte de contre-pouvoir. C'est ce que dit en tout cas un interlocuteur politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette singularité de la Wallonie ? Alors, je pense que c'est tout à fait possible, hein, et c'est certainement juste, hein, mais les Belges, en plus, qui votent au niveau national le 9 juin prochain, en même temps que les Européennes, si vous regardez actuellement les sondages, bon, la Flandre, 50%, le parti actuellement au pouvoir, la nouvelle Alliance flamande et le Vlaams Belang, donc la Flandre est vraiment très ancrée à droite. En revanche, hein, sur la Wallonie, le Parti socialiste est en tête, le mouvement réformateur également, mais ils sont talonnés de très près par un mouvement populiste de gauche, cette fois le Parti du travail belge, le PTB, et à Bruxelles, le PTB est même deuxième devant les socialistes. Donc et on l'avait déjà constaté en 2019, hein, le populisme de gauche est très élevé et monte en Wallonie. Donc, effectivement, il n'y a pas de populisme de droite. Hein. Effectivement, il y a encore un tissu associatif qui fonctionne, même si la Wallonie est quand même assez désindustrialisée, voilà, beaucoup de problèmes sociaux. Et c'est plus, sans doute, c'est évidemment plus un problème... les gens ont des difficultés sociales et se tournent vers, sans doute, le populisme de gauche, plus que d'avoir des problèmes identitaires, même s'ils en ont. Enfin, il n'est pas facile de vivre en Belgique, à côté des Flamands sûrement, qui demandent à ce que l'État soit réformé. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais les difficultés sociales sont sans doute plus importantes. Où y a-t-il un populisme de gauche puissant ? Alors, il y a un populisme de gauche puissant en Slovaquie. Il est même au pouvoir. Sauf que ce populisme qui était quand même à gauche est devenu... Alors, il y a un contexte de la guerre en Ukraine. Il est pro-russe. Et il est devenu... Il se rapproche de plus en plus de Viktor Orban. Et il gouverne avec, alors ça c'est bizarre pour les Français, mais il gouverne avec le Parti national slovaque. Donc il y a l'extrême gauche et l'extrême droite au pouvoir ensemble. Donc, mais c'est un populisme quand même social et de gauche. Mais c'est très compliqué parce que maintenant, même les populistes de droite ont récupéré, on le voit en France avec le Rassemblement national, ont récupéré des thèmes de gauche et se placent en défense de l'État-providence, pour des aides sociales, etc. Enfin, aux sols nationaux, bien sûr. La science politique doit-elle revoir ses repères ? Est-ce que gauche et droite, c'est encore pertinent ? Alors, oui, en fait. Enfin, c'est-à-dire, si on demande aux gens de se positionner, les gens se positionnent, 90% des gens se positionnent à gauche, à droite, au centre, extrême gauche, extrême droite. Donc, ça fonctionne. En même temps, il n'y a pas vraiment d'autre échelle. Donc, mais les gens se positionnent. Je pense que ça fonctionne encore. Après, il y a des formes, une démocratie plus libérale, une démocratie plus autoritaire. Ce sont des formes de gouvernement. Mais oui, gauche-droite fonctionne encore. Mais si on devait inventer un autre curseur, qu'est-ce que ce serait, Corinne Deloya, si on devait innover un petit peu ? Alors, ce serait difficile d'inventer quelque chose d'aussi fort que gauche-droite, mais on peut faire un curseur sur la défense, la tolérance, la défense des valeurs, le plus important, défense des valeurs libérales ou de tolérance, de liberté, ou un pouvoir plus fort, plus autoritaire. Ça, c'est vraiment le curseur actuel. Les gens sont en demande d'un pouvoir fort.
parce qu'ils ont bien senti que les gouvernements ont perdu, que les partis de gouvernement ont perdu ils ne font plus que des ajustements, quoi. Ils se disputent, gauche et droite se disputent méthode et péréquation, mais en même temps, ils ont de moins en moins de pouvoir sur les... Et puis, il y a des instances qui sont les instances européennes et qui restent quand même encore qui sont un peu floues dans les compétences. Les domaines de compétences s'élargissent, les compétences vraiment européennes peinent à s'installer, les frontières même de l'Union européenne sont... Voilà, donc c'est pas forcément rassurant. Mais en même temps, ça fonctionne et en même temps, ça rassure également. Les populations ne veulent plus sortir de l'Union européenne. Ils savent ce qu'ils doivent à l'Europe également. Est-ce qu'il y a une ligne de partage si on touche aux valeurs? Est-ce qu'il y a une ligne de partage au sein des populismes entre ceux qui acceptent les valeurs, les nouvelles mœurs, pour faire vite, sur les questions sociétales, et ceux qui ne les acceptent pas? Alors, il y en a une. D'ailleurs, il y a 2 groupes au Parlement européen. Il y a le groupe CRE, qui est conservateur réformiste européen. Et de l'autre côté, il y a Identité et démocratie. Les Identité et démocratie sont beaucoup plus ouverts aux valeurs, aux valeurs de la défense des homosexuels, etc., des valeurs sociétales. Quand conservateurs et réformistes sont beaucoup plus... non, je vous dis, c'est l'inverse, en fait. Et qui regroupe Identité et démocratie, ça regroupe le parti, le PiS polonais. Donc par exemple, lui est très ferme sur le sujet. Qui lui est ferme sur le sujet. Les Frères d'Italie également, de Madame Meloni, qui sont beaucoup plus conservateurs, qui défendent des valeurs chrétiennes et qui sont beaucoup plus réticents aux modifications de la société en faveur des homosexuels ou autres. Et le RN, où est-ce que vous le mettez alors? Alors le RN, lui, il est dans les gens qui sont plus tolérants. Et c'est vrai que le RN a fait, sur ce sujet et sur plein d'autres, a évolué, quoi. Et vraiment, aujourd'hui... plutôt on défend les valeurs de la société française et s'oppose pas, c'est pas son axe d'opposition. Donc là il y a un marqueur entre Reconquête par exemple et le RN. Oui, il y a une différence là. Il y a une différence, mais bon, il y a une différence, elle peut bouger, mais effectivement il y en a une. Qu'est devenue, Corinne Deloye, qu'est devenue la démocratie chrétienne en Europe? C'est une bonne question. On peut se demander ce qu'est devenue la démocratie chrétienne et de l'autre côté, ce qu'est devenue la social-démocratie. Alors la démocratie chrétienne a un peu mieux tenu parce que, en fait, dans ce déclin des partis de gouvernement, je pense que la droite a mieux tenu que la gauche, ne serait-ce que parce que la droite incarne mieux la stabilité ou la sécurité. Également parce que la population européenne est vieillissante et que les gens votent plus à droite. Alors que la gauche était porteuse de promesses et la social-démocratie décline plus facilement. Mais qu'est devenue c'est une bonne question. Elle est en train de se transformer. Mais il y a encore des figures de partis de gouvernement un peu classiques, parce que l'Allemagne connaît quand même une mutation quand même importante. Oui. En 20 ans, c'est peut-être l'Allemagne qui a le plus bougé, non? Sans doute, l'Allemagne, c'est complètement... Alors, il y a eu le personnage Angela Merkel qui a vraiment... stabilisé, et en même temps, les Allemands votaient auparavant pour un parti, beaucoup plus que pour un leader. Elle a complètement personnifié le pouvoir. Mais en fait, elle a également recentré le parti. C'est devenu un parti du centre, quoi. Il a perdu quand même de ça. Alors, il y a quand même toujours le côté bavarois, la CSU, qui est beaucoup plus chrétienne. Mais c'est comme en Italie, il y a eu en plus l'opération main propre, etc. Mais ce sont des idéologies on a l'impression que ces partis se vident de leur contenu. Alors, pour mieux se réinventer, peut-être, mais pour l'instant... Et les partis existent-ils encore? Ça aussi, c'est une question pour la sociologue. Les partis politiques, est-ce qu'on vote encore pour un parti politique? Alors, ça on a vote du sens quand on voit même... je cite Rachida Dati comme ça, qui passe d'un parti à un autre. Oui. Tout cela n'a plus beaucoup de sens, non? Alors, on vote davantage pour des personnes, en tout cas en France. C'est pas forcément un phénomène européen. Il y a quand même beaucoup de pays où on vote pour des partis. En France, on vote plus pour des personnes. Mais c'est vrai que ça, on le voit avec Madame Merkel, dont on parlait, qui est quand même... on votait pour Angela Merkel, quoi. Ce qui est complètement inhabituel. Donc, on vote de plus en plus pour des personnes, moins pour des partis. Les partis se vident de leur... Alors, les résultats électoraux, sont en berne. Le nombre d'adhérents aux grands partis sont en berne. Et les gens demandent d'autres formes de démocratie. Mais on vote quand même encore pour des partis. Sur la question de savoir, Corinne Deloye, s'il y a une opinion européenne, on dit qu'il n'y a pas de peuple européen. Est-ce qu'il y a une opinion européenne? Est-ce qu'on pourra un jour voter tous ensemble
pour des figures européennes. Ça, c'est un vieux rêve fédéral. Espérons-le. On a mis en place en 2014, je crois, des Spitzenkandidaten, donc des têtes de liste. Bon, ça fonctionne pas encore très bien. Effectivement, on vote le 9 juin. On a un lieu, mais chacun vote selon un mode de scrutin différent, avec des listes nationales, avec un mode de scrutin national. Les candidats sont choisis par les États. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'européen. Et espérons-le, on pourrait... Qu'est-ce qui empêche de faire voter les Européens le même jour pour des listes qui sont toutes européennes? Qu'est-ce qui l'empêche? Alors, rien, sauf qu'on se dit que des listes toutes européennes, c'est peut-être un peu tôt, et que peut-être personne n'ira aux urnes. Alors, on pourrait imaginer un système à l'allemande. Les Allemands votent à la fois pour un parti, enfin pour un land, pour une liste, et au niveau national pour un parti. Donc, on pourrait avoir déjà commencé par ce double... Mais il va falloir, comme il va falloir... faire changer la gouvernance de l'Europe, hein, et aller plus loin et développer des programmes, que ce soit de défense ou de santé publique, etc. Il va falloir également aller plus loin et plus vite dans la façon d'imaginer les scrutins européens. L'étape électorale suivra une étape politique d'intégration qui sera plus forte. C'est ce qu'on peut essayer d'imaginer. Oui, on peut imaginer ça, même si l'Europe est toujours été un lieu de surprise et elle évolue un peu avec les crises comme toute institution et toute structure, mais oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au cours de cette enquête? Est-ce qu'il y a un pays particulièrement auquel vous ne vous attendiez pas, ou une réalité politique à laquelle vous ne vous attendiez pas, Corinne Deloye? Non, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est l'intégration. Enfin, on voit bien, parce qu'ils sont entrés en 2004 pour 10 d'entre eux, et ensuite en 2007 pour les Roumains et les Bulgares, puis les Croates, c'est la façon dont l'Union européenne, alors pas seulement politique et pas seulement avec les élections, mais a facilité, a rendu possible la transition la transition de ces pays venus de l'Europe orientale vers la démocratie et également l'économie de marché, etc. Comment ça a aidé, comment ça a permis, avec des laissés pour compte. Hein, c'est pas le paradis, mais c'est vraiment, à mon avis, c'est quelque chose de très important dont l'Europe devrait être fière, qu'elle devrait mettre en avant, parce que quand même, sortir de 50 ans de communisme, c'est très compliqué. On ne mesure pas le chemin parcouru. Non, pas du tout. Et on ne met pas... Enfin, les Européens ne sont pas assez fiers de ce qu'ils ont aidé à faire, même si, voilà, c'est vraiment pas un paradis, mais... C'est vraiment, ça a été une aide considérable, même si aujourd'hui on est devant un désenchantement démocratique, peut-être, comme dirait Jacques Rupnik, et il a raison. Mais peut-être ce désenchantement démocratique est-il normal également. Mais ça, c'est vraiment l'Union européenne qui a vraiment aidé et fait que les choses sont passées assez rapidement, finalement. La perception à l'ouest et à l'est est finalement très différente, et on peut souligner en tout cas les parcours très différents de ces deux parties de l'Europe, ces deux poumons de l'Europe, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Merci Corinne Deloye. Le vote des Européens, 23 ans d'élections nationales en Europe, c'est votre travail, c'est préfacé par Dominique Régnier aux éditions du CERF, et je rappelle que vous êtes chargé d'études à Sciences Po notamment. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.